En Roumanie, 75% des Roms vivent en dessous du seuil de pauvreté, mais pas eux. Ici, ils ont beaucoup d'argent et ils n'ont pas peur de le montrer. La richesse chez les Roms de Buzescu se mesure à la hauteur de la maison et au nombre de colonnes. Alors il existe deux Brésils, celui de millions de gens qui sont pauvres et qui n'ont rien, et celui de 0,0000001% qui sont riches et qui possèdent tout. Les pauvres habitent ici, dans les bidonvilles, ils sont moches, ils sont gros, les riches habitent là-bas, ils sont minces et ils sont beaux. Je vais aller voir les beaux. Moi, les chiens riches, ils sont gentils. Le Brésil, c'est la 7e puissance économique du monde. Un pays qui produit 50 nouveaux millionnaires par jour. À Sao Paulo, la capitale économique, il y a les nouveaux riches, mais aussi les anciens riches, ceux qui ont construit leur fortune il y a plus de 150 ans. Ils étaient propriétaires de la quasi-totalité des terres de ce pays et continuent à encaisser les dividendes des placements familiaux. Une sorte de noblesse version Tong et Caipirinha. Sébastien Pérez. Aujourd'hui, ils vivent reclus dans les quartiers chics et ne se laissent jamais filmer. J'ai rendez-vous avec la famille Calfat Salem, une des 100 familles qui auraient construit le Brésil. Buen dia. Sébastien. Todo bien? La fortune de Carlos Calfat Salem est estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est son fils Charles-Henri qui me reçoit. Salut Seb, il faut que je te présente mon père. Il est un peu occupé, il est avec une prof de sport dans son jacuzzi. Ici on a notre gymnase et aussi notre jacuzzi. Tu sais, à Sao Paulo il y a beaucoup de bouchons, c'est très grand. Alors les gens préfèrent avoir tout chez eux. Eh bien bonjour. Tout va bien? On fait aller. Viens ici Martinho, viens par là. On va aller lui dire bonjour. C'est le jardinier, il fait l'électricité, il fait tout ici. Il est de Sao Paulo. Alors Martinho, tranquille? Ouais, tranquille. Il est en train d'installer 40 caméras de surveillance, à l'extérieur et à l'intérieur de la propriété. 40? Oui, 40. J'en ai mis 4 dans le garage. Là, il y en aura 2 en plus de chaque côté du mur. Là-bas, 2 vers les pièces de service. Là, dans le coin de la maison, j'en ai rajouté 2. Après le jacuzzi, j'ai eu le droit à une visite de la maison. Ah mais vous êtes très élégant. Votre fils m'a dit que la maison valait à peu près 5 millions d'euros. Je préfère dire qu'elle n'a pas de prix. 4000 mètres carrés de jardin en plein centre-ville, effectivement, c'est inestimable. Chez les Calfat Salem, on aime beaucoup les antiquités. C'est des pièces, ça, mon pote. Ça, oh, merde. Et les titres honorifiques qui font la noblesse d'une famille. Qu'est-ce que ça veut dire être mousquetaire aujourd'hui? Un pour tous et tous pour un. Là, j'ai été fait chevalier. J'aime beaucoup la France. J'ai vu la pochette du livre sur la grandeur de sa famille. J'ai vu un sanglier tué à Rambouillet et le fusil qui va avec. La salle de gym. J'ai vu une fontaine trop puissante. Une collection de loupes. Et un tire-bouchon géant. Sinon, tout va bien. Au Brésil, la misère n'existe pas. Il y a de la pauvreté, mais pas de misère. Ici, il y a du poisson, de la noix de coco. Partout, tu trouveras une poule, un cochon. Ah oui, tous les jours, on peut manger. On peut manger. Bon, je me suis un peu renseigné. Le Brésil est le 10e pays le plus inégalitaire au monde. On trouve devant lui la Centrafrique, la Sierra Leone et la Namibie. Quant à la misère, c'est bien simple. Il y a aujourd'hui au Brésil 7,5 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Et puisqu'on parle de bouffe, ce soir, c'est dîner mondain chez les Calfat Salem. Pour le caviar et les cocktails, c'est Martinho, le jardinier qui, après avoir installé les caméras, avait du temps pour nous servir. Les invités se connaissent tous, ils ont leurs habitudes et leur langage codé. Moi, je ne suis le fils de personne, et encore moins le père de quelqu'un. Je me prends quelques vents, parce qu'en vrai, personne ne me connaît.
Mais Charles-Henri me propose de faire un discours de présentation. Il paraît que c'est d'usage. Premièrement, bienvenue à tous. Merci mes amis de votre présence et merci aux amis de mon père qui sont aussi mes amis. Je voulais vous présenter Sébastien, qui est un journaliste très connu en France. Et là, j'ai fait comme j'ai pu. Bonsoir à tous. Je suis venu faire un reportage sur les personnalités influentes au Brésil. Parce qu'en France, il y a un sujet, comment dire, les choses ne se transmettent pas entre les générations de la même manière qu'ici. Je vais essayer de le faire. Enfin, je suis là pour ça. Personne n'a compris, mais c'est pas grave. Grâce à ce discours, je me suis senti comme chez moi. J'avais une nouvelle famille. Pour être numéro 1 dans l'agriculture en France, qu'est-ce que je dois faire? Bon, moi je suis numéro 1, parce que c'est une tradition familiale. Il y a 3 générations de ma famille qui ont travaillé dans l'agriculture avant moi. Et ces 3 générations ont évolué et se sont agrandies. Ok, merci beaucoup. Bonne chance à toi. C'est le numéro 1 de l'agriculture au Brésil. J'ai dit 2-3 mots, j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit, mais c'est pas... Et dans ma nouvelle famille, il y a le comte Chiquinho Scarpa, l'un des hommes les plus riches du pays, le plus oisif aussi. Il n'a jamais travaillé et vit dans la maison la plus chère de la ville. En ce moment, il cherche à la vendre et son agent immobilier n'est autre que Charles-Henri. Et puis après, je sais pas pourquoi, mais il y a une fille qui nous a fait de la samba, a cappella. Et puis tout le monde en a redemandé. Mais on a arrêté de filmer. Le lendemain, on a visité la maison de Tonton Chiquinho. Bon alors, cette maison. Cette maison, c'est la maison la plus chère de Sao Paulo. C'est peut-être même la maison la plus chère d'Amérique du Sud. Le prix de vente est de 100 millions de réals, ce qui équivaut à peu près à 30 millions d'euros. Cette maison est unique. Elle est dans le meilleur quartier de Sao Paulo. Eh ben, Tonton, il s'emmerde pas. Avant mon départ, je suis invité en VIP avec Charles-Henri dans une soirée. C'est au bord de l'océan et il y a un dress code. C'est d'ailleurs le même dress code que pour les soirées jet set en France. Il fallait s'habiller en blanc, on m'a dit. Donc voilà, je me suis habillé en blanc. Alors par contre, il y a un truc, c'est que les vrais riches, eux, ils se sapent pas. Ils mettent juste du blanc, ils mettent un t-shirt, un bermuda et des baskets. En fait, je me suis un peu endimanché. Ça fait un peu plouc. Il semblerait que ceux qui dans 10 ans vont tout posséder au Brésil soient ici. Ils ont une vingtaine d'années, leurs parents sont riches, et en attendant, ils s'amusent. Voilà comment. Avec 20 millions de pauvres qui ont pu accéder à la classe moyenne en 10 ans, le Brésil se targue d'avoir fait baisser la misère. C'est n'importe quoi. En même temps, mes nouveaux amis n'ont pas à s'inquiéter, les revenus des 10% les plus riches ont augmenté de 30% sur la même période. Salut, on est en Roumanie. Je suis venu ici pour filmer les maisons les plus folles du pays. On est vers Buzescu. C'est les maisons qui appartiennent aux Roms riches, très riches. Attention, bling bling. En Roumanie, 75% des Roms vivent en dessous du seuil de pauvreté, mais pas eux. Ici, ils ont beaucoup d'argent et ils n'ont pas peur de le montrer. La richesse chez les Roms de Buzescu se mesure à la hauteur de la maison et au nombre de colonnes. Ça, c'est un pauvre. Alors, faut savoir que la communauté Rome est super paranoïaque. Dès qu'on sort une caméra, ils aiment pas. On s'est fait refouler de partout.
S'ils sont parano, c'est parce qu'avec les Roms, les clichés ont la vie dure. Tout le monde sait qu'ils se payent leur maison en volant. Quelle maison? Celle de Buzescu. Et pour ne rien arranger, je suis arrivé juste après la diffusion d'une enquête de la BBC qui faisait le raccourci classique. C'est une histoire de crime organisé. Nous avons suivi la filière en partant des mendiants dans les rues de Londres jusqu'au palace de Roumanie. Va faire ton travail ailleurs. Impossible pour moi de connaître l'origine exacte de leur fortune. La BBC soupçonne des activités mafieuses. Les tziganes de Buzescu, eux, affirment qu'ils se sont enrichis en investissant dans les décharges du pays ou en récupérant le métal des anciennes usines soviétiques. Ce qui est certain, c'est que pour moi... No way, impossible de filmer. On va faire le tour de la Roumanie pour essayer de rentrer dans ces maisons. Hein. Heureusement, des Roms en Roumanie, il y en a 2 millions. C'est 10% de la population. Wedin, vers la frontière hongroise. Son église, son centre commercial et des palaces en bordure de village. Bon, bah à Wedin, on n'a même pas pu sortir la caméra. On a commis une erreur, je crois, c'est de demander au chef de la communauté qui a dit non pour tout le monde. Voilà. On va aller à Strihaya. Hop. Aïe! Ah, je me suis niqué. Direction la frontière serbe. Strihaya, son monastère, pas de centre commercial, mais des palaces en bordure de village. Bon alors on a réussi à rentrer dans une maison, on est chez Maria. Hello! Bienvenue à vous. Bienvenue. Bartalo. Eh ben voilà! Est-ce que j'enlève mes chaussures? Non. Non? Ok, it's ok. Tapis blanc, et oh. Il y a de la boue partout dehors. Ça c'est du marbre? Oui, c'est du marbre. C'est chouette ça. Hein, c'est très joli. C'est génial ça. Cancé. Et tout l'éclairage, c'est pas fini en fait. Non, on n'a pas d'électricité. Non. Mais ça fait plus de 20 ans que vous êtes en train de construire. Ah. Ici, les Roms ne sont pas aussi riches que ceux de Buzescu, mais dès qu'ils ont de l'argent, ils investissent dans du clinquant. À première vue, la maison de Maria n'est pas la plus bling-bling de Strihaya. Par contre, son neveu Ion accepte de nous montrer la sienne. Ça va? Mais sous certaines conditions. Caméra. Si, ok. Non, seulement à l'intérieur. Interdiction formelle de filmer la façade. C'est Mihai. Maria. Non, Maria. Hello. Sébastien. Maria. Oui, Maria, c'est ça. Et là, oui, c'est palace. Une salle de réception, le bar qui va avec, la Vierge Marie et son fils, le jardin avec un faux puits, des cochons pour les fêtes et pas très loin, le symbole d'une marque de haute couture, Versace. C'est mon père. Oui, il aimait bien Versace. Il s'est inspiré d'un autre palace. Tu sais, chez nous, si ton voisin tue un cochon, alors toi, tu dois en tuer 3 pour ne pas perdre la face. Ion est descendant d'une lignée de chaudronniers. Son père a fait fortune dans les années 90 en récupérant du métal partout en Europe. C'est là qu'on a construit cette maison. Mais comme avant on était très pauvres, on a eu les yeux plus gros que le ventre. C'est pour ça qu'elle est si grande et si pompeuse. L'or, on adore ça alors. Dis donc, t'aurais pas 10 euros? 10 euros. Il a un palace. Le papy, il a un palace, il me demande 10 euros. Une cigarette alors? Non, ne peut pas. Ne peut pas. En 1 heure, tous les Roms de la ville savent que je suis ici pour filmer leur maison. Le contact est plus facile et Ursu, le fils d'un producteur de musique, une vedette nationale, devient mon guide. Vous n'avez rien de mieux à faire? Hello, Sebastian. Hello. For France, sorry. Vous avez une belle maison, madame. Elle est belle, mais t'as pas intérêt à la filmer. Non. Tu trouveras beaucoup de tziganes dans cette ville qui refuseront que tu filmes leur maison. Ah ben j'ai trouvé que ça. C'est parce qu'on veut pas être cambriolé.
Ces deux maisons de l'autre côté de la rue, c'est nos maisons. Ça, c'est ma maison. Et celle d'à côté, c'est celle de mon père. Toutes les maisons construites il y a 20 ans ont ce style de toiture. En métal et de style asiatique, à la mongole. C'est parce qu'on voyage et qu'on va dans plein de pays différents. Et vous vous inspirez des choses que vous voyez. Oui. Tu aimes le toit, tu refais le toit. Tu aimes les fenêtres de style persan et arabe, tu fais les mêmes fenêtres. On associe tout ce qui nous passe par la tête. Je sais que ce n'est pas vraiment beau. Et c'est pas non plus très pratique. Il y a beaucoup d'espace qui ne sert à rien. On n'a pas besoin de tout ça. Mais pour nous, l'important, c'est que ça en jette. Regarde là-bas, il y a les gens de ma famille. Ils ont pris position au coin de la rue. Maintenant, si tu veux m'attaquer, tu risques d'avoir des gros ennuis. Et je te présente Olga. Elle adore le shopping. Olga nous reçoit ce soir chez elle. Elle veut me montrer pourquoi les gens de sa communauté ne veulent plus exposer leurs richesses. Voilà. Regarde, on s'est fait cambrioler pendant notre absence. D'accord. Le lustre, combien il coûte? 3 000 €. Olga, hello. J'ai fait ce cœur pour le mariage de mon fils. J'ai voulu faire ce cœur pour que lui et sa femme soient toujours amoureux. Et ici, c'est une forme de fromage, avec des trous comme ceux des dessins animés. Mon fils aimait beaucoup le fromage des dessins animés, comme Tom et Jerry. C'est quoi? Chez nous, la grande mode, c'est de mettre beaucoup de spots. Si ça ne tenait qu'à moi, j'en mettrais encore plus. Mais je ne savais pas que ça consommait autant d'énergie et que ça coûtait autant d'argent. L'autre problème, c'est que quand on allume trop de lumière, il y a le disjoncteur qui saute. Il y a donc des Roms qui vivent beaucoup mieux que l'immense majorité de leur communauté. Mais riches ou pauvres, en Roumanie, ils souffrent tous de la même chose. Le Conseil de l'Europe vient de mettre en garde le pays pour son racisme anti-rom généralisé. Le bling bling, c'est un signe extérieur de richesse et le corps humain en est devenu un. Bienvenue à Londres. C'est la ville la plus chère d'Europe. Londres, c'est le triomphe de l'argent et de la finance des années 2000. Et pour y faire fortune, rien de mieux que l'immobilier. Ici, on vous vend des appartements de 700 mètres carrés pour 40 millions d'euros. Et quand on a les moyens, il faut faire bonne figure. La voiture, les bijoux et les grandes marques, c'est le passage obligé pour tout millionnaire. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Oubliez les bagues en or, les diamants et les grosses cylindrées. Oubliez la fourrure et la haute couture. Maintenant, le bling bling, c'est le corps. C'est pas moi qui le dis, c'est Scott Alexander. Et oui, avant, être dodu, c'était un signe de richesse. Maintenant, c'est mauvais signe. Ça veut dire que vous mangez mal et que vous faites pas de sport. En gros, vous êtes pauvre. Il est là, le bling bling, maintenant. Le fameux Scott Alexander m'a donc donné rendez-vous dans un studio photo au nord de Londres. Aujourd'hui, il fait une séance de shooting pour faire la promotion d'une marque de compléments alimentaires. Il arrive avec Nathalie, sa femme, et 1 heure de retard. Parce que oui, Scott est une star, et pas uniquement dans les salles de sport. Vendeur de voitures à 21 ans dans les années 90, il fait son premier gros coup dans l'immobilier à 23 ans. Il gagne alors son premier million et engrange en une dizaine d'années plus de 50 millions d'euros. À cette époque, il se gonfle déjà les biscottos. Son truc, c'est surtout d'en mettre plein la vue avec son fric et de faire le malin à la télé. Cette voiture a des fonctions uniques, comme par exemple la technologie de vision nocturne militaire, qui permet de pénétrer la lumière dans le noir. À l'époque, Scott ne compte pas ses sous et il aime le faire savoir. Je peux aller partout dans le monde quand je veux. Je peux m'acheter ce que je veux. Matériellement et économiquement, je fais ce que je veux. En 2006, c'est l'apogée. Il est élu homme le plus vaniteux de Grande-Bretagne. Il se vante de dépenser plus de 6 000 € par semaine en produits de beauté et en fringues. 2 ans plus tard, patatras, c'est la crise financière et la chute. Il perd 40 millions d'euros en 15 jours. Aujourd'hui, à 39 ans, il lui reste quelques millions et beaucoup de muscles.
Scott Alexander est un des coachs sportifs les plus demandés de son pays, mais son plus grand désir est de se refaire une santé bancaire. Il a prévu de m'expliquer comment, mais avant, il doit finir sa séance photo. Moi, je connaissais la air guitare, je découvre le air sac de frappe. Heureusement, pour patienter, Simon, un pote de Scott, me propose un cocktail vitaminé à la créatine. C'est ton petit déjeuner? Non, il faut aussi manger un petit déjeuner. Qu'est-ce que tu manges, toi, au petit déjeuner? Je mange rien. Je prends juste un café. Normalement, il faut le passer au shaker. Fais-toi plaisir. Cul sec? Ouais, d'un seul coup. Il est fort. C'est bon? Enfin, Scott prend le temps de m'expliquer sa nouvelle philosophie. Tu fais du sport? Oui. Je m'entraînais il y a quelques années, mais là j'ai arrêté. Parce que je travaille trop. Et je passe mon temps à... Enfin, j'ai décidé de m'y remettre. Je vais essayer d'en faire un peu. La clé, c'est d'être rapide et puissant. Faire des séances courtes. Il faut s'éduquer l'esprit. Des sessions très courtes. C'est ça ma spécialité. Des entraînements intenses sur des temps très courts. Faire en 20 minutes ce que tu fais normalement en 1 ou 2 heures. C'est grâce à ce concept que Scott veut envahir le marché du fitness. The Cardio Guru. Finally, fat loss free. Il s'apprête à lancer une nouvelle application pour smartphone, la plus pointue au monde selon lui. Elle combine entraînement intense, diététique, contrôle cardiaque par capteur et suivi des performances. Well done. You are training like a guru. On a lancé l'application en Angleterre. Après, on va se développer aux Émirats Arabes Unis. Et ensuite, ce sera toute l'Europe. Parce que tu veux être le numéro 1 au monde. Moi, exactement. Je te montrerai tout à l'heure. Tu m'expliqueras comment ça marche? Oui, je vais faire ça. C'est assez impressionnant. Ça serait plus simple qu'on aille chez toi. Oui, on va aller chez moi. Pour Scott, les fastes de la grande ville, c'est fini. Aujourd'hui, c'est à 300 km au nord de Londres qu'il habite et c'est dans sa propriété qu'il reçoit, en pleine campagne, des clients riches et célèbres pour des stages intensifs de fitness. Le prix, 1 500 € la journée. Merci beaucoup. Une maison, tout ce qu'il y a plus normal, loin du bling-bling d'antan. Toujours des chiens dans les bling-bling, toi. How are you? Tu aimes les chiens? J'adore. J'en ai même un bulldog français. Un French bulldog. Oh, c'est super. Attention, Scott a changé. Il jure qu'il a fait un travail sur lui-même. Fais taire ce chien, bon sang. Mes plus grands défauts en tant qu'être humain viennent tous du fait que je n'ai pas confiance en moi. Et ça date de mon enfance. Quand j'ai commencé à me faire beaucoup d'argent, j'étais très déterminé. Alors j'ai acheté une Ferrari, mais les gens ont commencé à dire « Non, c'est pas ta voiture ». « Mais si, regarde, c'est à moi !»« Non, à mon avis, tu l'as loué. »« Non, je l'ai acheté. » Alors j'ai acheté une autre voiture, une Lamborghini, puis une Mercedes, puis une Bentley. J'avais 6-7 voitures. J'ai mis mon nom sur les plaques de chacune d'entre elles. J'essayais constamment de prouver que j'avais du succès. Et c'est une erreur. Aujourd'hui, je veux toujours le succès. Évidemment, l'argent, c'est toujours important. Mais je veux surtout mettre ma femme et ma famille à l'abri. L'ex-britannique le plus vaniteux est donc devenu humble. Enfin presque. Le bling-bling chez les Alexander, c'est plus les voitures, c'est plus les meubles, c'est le corps. Et il ne pense qu'à ça. Quand Scott s'occupe des exercices, c'est Nathalie qui fournit les vitamines. Avant mon entraînement, elle me prépare le plat préféré de son mari. Pain mouillé, chocolat et compléments alimentaires surprotéinés. Cuisson 10 minutes, juste le temps de chauffer le jus. Ça, c'est le plat que je préfère au monde. Et ça, c'est bon pour les exercices. De l'entraînement. Toujours de l'entraînement. Bon, Scott n'a pas complètement perdu ses anciens réflexes. Et c'est quoi cette casquette? C'est une casquette spéciale avec de l'or. De l'or? Eh ben dis donc. J'ai eu la chance d'être entraîné par l'un des coachs les plus chers du monde. C'est mon côté bling-bling. Et j'avoue qu'il m'a amené en très peu de temps vers la limite de mes capacités.
Comme le dit Scott, c'est une question de volonté. La méthode de Scott, faudra voir sur la durée. Ce qui est sûr, c'est qu'il pourrait bien redevenir le multimillionnaire qu'il fut. 300 milliards de dollars sont dépensés chaque année par les adeptes des salles de sport et Scott espère bien en récupérer quelques-uns. Le Caire, la plus grande métropole du monde arabe avec ses 25 millions d'habitants. Ici, la nouvelle idole du peuple, c'est lui. Amer Khaled, 39 ans, un télécoraniste qui dispense ses cours d'islamisme toutes les semaines, un peu à la manière des télévangélistes américains. Je m'adresse à vous, les jeunes. L'éducation religieuse, c'est très important. Faites comme le prophète. Lorsqu'il partait en guerre, il arrachait son uniforme pour aller étudier. À l'antenne depuis 3 ans, Amer Khaled est devenu la star de la jeunesse. Le magazine Time l'a élu parmi les 100 personnes les plus influentes de la planète. Et sur Internet, son site cartonne avec 26 millions de visites l'an dernier. La recette de ce Michel Drucker égyptien, un subtil mariage entre la stricte application du Coran et les plaisirs de la société de consommation. ممكن يلعب رياضة كرة أي حاجة تخرج الطاقة بحيث إنه ما يستخدمهاش في المعاصي يعني. يا شباب ده أنا عايز أقول كمان يا بنات لازم تلعبوا رياضة. Après le show, le télé-religieux reçoit dans son bureau de businessman. Amer Khaled partage son temps entre Londres, Dubaï et New York. Rolex au poignet, sourire carnassier, le premier youpi islamiste du pays est fier de sa réussite. La raison de mon succès, c'est que je n'ai jamais opposé la pratique de la foi au plaisir de la vie moderne. Prenez les femmes voilées par exemple. Elles peuvent tout à fait profiter de la société de consommation tout en restant fidèles à leur religion. Je n'y vois aucune contradiction. Un discours résolument moderne qui crée des vocations. Chaque chaîne a maintenant son télécoraniste. Le show business a remplacé le prêche de la mosquée. 3, 2, 1, ça tourne. Si tu veux renforcer ta foi, fais comme moi. Je m'adresse directement à Dieu. Dieu a réponse à tout. Dieu est le plus grand. Dans cette ville aux 1000 mosquées où l'islam est la religion officielle, Amer Khaled et ses clones ont su relancer le port du voile chez les bourgeoises et même en faire un produit tendance. Dina Choukri est une styliste renommée. Elle a créé cette boutique spécialisée dans les femmes voilées. Déco des années 70 sur fond sonore des sourates du Coran, cette adepte de l'islam pur et dur adapte la mode occidentale aux contraintes religieuses. Par exemple, cette robe, la femme occidentale peut la porter telle qu'elle. Moi, j'y ai rajouté une chemise en dessous et il faut la mettre avec un pantalon. Résultat, le vêtement reste moderne et toujours conforme aux traditions islamiques. Dina Choukri s'est convertie au port du voile il y a 3 ans, sous l'influence du télécoraniste Amer Khaled. Quand j'ai regardé son émission, j'ai compris que le voile n'allait pas m'enfermer, mais plutôt m'aider à me libérer et à me faire progresser dans la vie. Désormais, quand on s'adresse à moi, on s'adresse à ma personnalité et non plus à mon corps. Au Caire, cette déferlante de modernité agit comme un masque au service de l'intégrisme. Chez les frères musulmans, les militants religieux les plus radicaux d'Égypte, on se frotte les mains devant cette islamisation de la société version paillette. C'est vrai que tous ces prédicateurs s'expriment d'une manière différente. Ils utilisent un langage de la rue pour être plus proche des gens, pour faire plus moderne. Mais en fait,
C'est le même discours que le nôtre. Cible privilégiée des youps islamistes, la jeunesse dorée du Caire. Comme Rana, 20 ans, employée dans une banque occidentale. Ses deux passions, la mode islamique bien sûr, et les prêches d'Amer Khaled. Les gens comme Amer Khaled, je les adore, parce qu'ils s'adressent aux jeunes d'une manière différente, contrairement aux prédicateurs traditionnels. Vous savez, on aime vivre aussi. Les musulmans ne doivent pas seulement jeûner et prier, il faut qu'ils gagnent de l'argent et qu'ils réussissent dans la vie. Début de soirée pour Rana et ses amis. Direction le centre commercial. Un temple de la consommation qui a su s'adapter au nouveau goût des musulmanes, fashion victimes. Dans cette boutique de luxe, on vend des foulards islamiques, siglés Dior, Gucci ou Chanel, à 50 € pièce. C'est la moitié du salaire moyen d'un Égyptien. Ajuste-le. C'est joli? Oui, très joli. J'aime bien les voiles et les vêtements de marque. Il n'y a aucun problème à être pratiquante et à la mode. Le voile n'est pas opposé à la mode, au contraire. Il y a juste la peau et les formes à cacher. Sur le port du voile, les télécoranistes ont gagné. Le foulard est devenu branché. Mais les religieux ne s'arrêtent pas là. Ils investissent tous les secteurs d'une société longtemps considérée comme la plus ouverte du monde arabe. Comme Magda, une prédicatrice qui tient un magasin bio dont une partie des bénéfices est reversée au bidonville. La beauté extérieure ne suffit pas. Il faut se sentir bien à l'intérieur. Le prophète préconise de faire attention à ce que l'on mange. En parfaite bobo islamo, elle organise pour une clientèle de femmes riches des cours de yoga religieusement corrects baptisés séances de pensée positive. Quand vous avez une pensée négative qui vous traverse l'esprit, vous devez vous concentrer et respirer comme ça. Regardez. Et c'est de retour dans sa mosquée que la prof de yoga tombe le voile. Malgré son vernis moderniste, Magda, l'érudite qui parle 3 langues étrangères, vante les vertus de l'islam traditionnel. L'islam est tout à fait compatible avec le modernisme, avec la science. Et la façon dont on est habillé n'a rien à voir avec... je suis pure à l'intérieur, je suis respectée pour les hommes. Ils n'ont pas à chercher à mon corps, comment les formes de mon corps. Et je ne suis pas là pour séduire les hommes. Et c'est qu'ainsi la femme musulmane doit être formée l'image même du musulman correct qui vit pour Allah. La montée en puissance des télécoranistes inquiète les gardiens de l'islam officiel. Question de concurrence bien sûr, mais surtout d'influence. À l'université d'Al-Azhar, où sont formés la plupart des imams, on redoute les dérives de ces businessmen de la religion. Je suis persuadé que tous ces nouveaux prédicateurs ne nous remplaceront jamais, nous les universitaires d'Al-Azhar. Tout ce qu'on leur demande à ces gars de la télé lorsqu'ils parlent de choses importantes comme la charia ou le voile par exemple, c'est qu'ils soient sûrs de ce qu'ils disent et qu'ils restent fidèles au livre. Loin de l'image d'un islam rétrograde, la jeunesse branchée du Caire a déjà choisi son camp. Ce sera le Coran et la télé, le foulard et la frime.